Raphaël. Bonjour. Content d'être avec vous. Ça fait notre petit rendez-vous de chaque année. On se parle un peu de la communication locale. C'était un monde un petit peu nébuleux il y a quelques mois, années, même si c'était une évidence pour certains d'entre nous. Aujourd'hui, ça y est, la communication locale a gagné en maturité. On va parler de tout ça autour de 10-15 grandes questions qu'on a préparées pour ce webinaire. Toujours dans l'ADN de Je bosse en grande distribution avec des enquêtes terrain, des témoignages, toujours aussi passionnants les uns les autres. On commence par la présentation. Raphaël avec le t-shirt, le suite Voilà, WhatsApp. l'année dernière j'avais un suite Meta, maintenant c'est un suite WhatsApp, on en parlera. Bonjour tout le monde, bonjour à tous les deux, ravi d'être là. Raphaël, je travaille chez Meta depuis 7 ans. Et en gros, j'accompagne des grands distributeurs dans leur manière de prendre la parole sur nos plateformes. Et à côté de ça aussi, j'ai à cœur de le dire, je travaille dans le GT, Alliance Digitale, autour de la digitalisation du prospectus. Où on a passé de belles étapes cette année aussi, mais voilà, ravi d'être là avec vous tous les deux aujourd'hui. Ah, tu sens aussi cette maturité sur le local? Oui, ouais, On en le parlera contexte encore. la réglementation a beaucoup évolué. Enfin, pas tant que ça finalement, mais en tout cas, le contexte a beaucoup changé. Ouais. Il y a des choses qui se passent, le marché se met en place. Ça va prendre du temps. Hein. Il y a de l'inertie pour changer un marché comme celui-ci. Ouais. Mais effectivement, le local est une question fondamentale dans le retail. Arnaud, on te présente plus, mais on te connaît, mais tu peux te présenter aussi. Merci. Arnaud, directeur marketing chez Nanoterra depuis 7 ans également. On arrive au même moment que Ouais. Raphaël. Et donc, je m'occupe chez Nanoterra, donc il y a une agence de communication spécialiste du retail qui, depuis bientôt 35 ans, je crois, s'occupe de produire les opérations commerciales des enseignes du retail, que ce soit les supports imprimés, les supports en magasin et les supports digitaux. Et donc, ravi d'être là pour notre rendez-vous annuel avec Je bosse en distribution. On est ravi d'organiser ça. Et pour répondre à la question que tu posais avant, on voit aussi chez Nanoterra qui s'occupe à la fois d'opérations d'envergure nationale et d'envergure locale, à quel point le local s'approprie les points de vente, s'approprie l'envie de communiquer et subissent en quelque sorte de moins en moins le national et ont envie d'être plus autonomes. On le sent à la fois chez les très grands distributeurs qui ont des très grands points de vente que chez des grands distributeurs qui ont des petits points de vente, Ouais. où les équipes centrales sont très sollicitées parce que les responsables de magasins ont envie d'agir localement en communication. Ça se sent en digital et ça se sent en print sur les supports imprimés. Les demandes, par exemple, on fait de plus en plus de campagnes d'affichage extérieur où ce sont des points de vente qui disent j'aimerais pouvoir prendre la parole localement, qui sont des choses qu'elles ne faisaient pas nécessairement avant. Alors, les précédents webinaires, on parlait beaucoup du WePub. On peut revenir un peu sur l'expérimentation pour introduire aussi ce webinaire. Les conclusions font que finalement, il n'y a pas vraiment de conclusion, c'est assez étonnant. Quels sont vos reculs sur les conclusions de l'ADEME? Alors, d'un point de vue... donc effectivement, l'expérimentation WePub dont le travail a été mené sur 3 ans, c'était une quinzaine de territoires qui ont expérimenté le fait de devoir accoler un autocollant WePub pour avoir le droit, entre guillemets, de recevoir les prospectus, a fait son travail et de façon tout à fait sérieuse. Il y a quand même énormément d'acteurs qui ont été interrogés, beaucoup de chiffres. Et la conclusion, donc l'enjeu était de pouvoir évaluer les impacts, à la fois environnementaux, à la fois en termes d'impact économique et dans une certaine mesure sociétaux. On a pu finalement constater qu'il y avait d'énormes disparités en fonction des territoires. Finalement, des zones qui étaient déjà convaincues sont restées convaincues que la distribution n'était pas forcément quelque chose de pertinent chez elles et d'autres pas. Il y a un écart qu'on constate entre les zones très urbaines et les zones moins urbaines. Et on est revenu à ce qui, du point de vue de Nanoterra, qui est au demeurant également membre de l'Alliance Digitale et membre du Cercle d'Alliés, qui au contraire rappelle l'importance du papier, à un stop pub qui nous semble la façon la plus pertinente de faire les choses. On est, pour mémoire, à un taux de stop pub environ de 30-35%, qui dit que les gens qui ne veulent pas en recevoir n'en reçoivent pas. C'est quand même très simple. Et ce qu'on a constaté finalement, c'est que ça a été un accélérateur de la digitalisation du catalogue,
pour la distribution alimentaire. Ceux qui ont le plus baissé leur volume de distribution sont dans l'alimentaire. Dans les autres, c'est beaucoup moins le cas. Ouais. Tout ce qui est bricolage, notamment, c'est quand même beaucoup moins le cas. Et aujourd'hui, je pense qu'on a atteint un peu un plancher. Cette transition est en cours. Les secteurs qu'on suit, notamment avec Raphaël, sur ces sujets-là, ont entamé et font évoluer leur communication digitale pour multiplier les points de contact digitaux. Et sur les autres verticales, on se cherche encore parce qu'on a moins de fréquences d'achat. Donc je pense que ça a accéléré un mouvement qui était entamé. Ceux qui en avaient la conviction ont en quelque sorte finalisé l'étape de réduction et là se lancent vraiment dans l'étape d'appropriation de comment je fais ma communication maintenant. Ouais, aligné. Globalement, le mouvement est lancé, effectivement. Le changement, encore une fois, c'est de l'inertie. Le temps que le local change, ça prend du temps. Ouais. Donc, c'est pas en 3 ans, en fait, qu'on digitalise une enseigne. Forcément, c'est ce qu'on disait, c'était un peu nos conclusions aussi sur le groupe de travail. On a des modèles qui avancent très vite, qui ouvrent la voie sur une digitalisation forte. Leclerc qui arrête le prospectus, Carrefour quasiment aussi, et encore d'autres. Mais on a aussi beaucoup de modèles où c'est hybride, où en fait, on va voir les deux vivre ensemble pendant un certain temps. Certes, le sens de l'histoire va vers le digital, peut-être un petit peu, mais on parle aussi aujourd'hui, encore plus que jamais, de complémentarité entre les deux médias. Et un papier aussi qui change et qui va devenir et se réinventer en parallèle avec le digital, avec des QR codes, avec de la digitalisation intégrée dans les prospectus au travers de QR codes notamment, qui va changer pas mal le marché aussi. Ouais. Merci monsieur. On va commencer les 11 premiers points clés. Alors la régie, du coup, c'est la page 3. Quentin, parce que j'ai vu que tu avais mis la page juste après. On va parler, du coup, on va rester sur 11 points clés qu'on a retenus, 11 enseignements qu'on a retenus, qu'on a aussi résumés dans un livre blanc qui serait disponible, on vous l'enverra par mail juste après. Premier enseignement, Arnaud, c'est plus pour toi cette partie-là. On a des courses de plus en plus fragmentées. Là, on est sur une enquête de Kantar. Ça dit beaucoup de choses, ce graphique. Est-ce que tu peux le commenter, l'analyser pour nous? Oui, absolument. Merci Jonathan. C'est donc une étude qui a été commandée par Mediapost auprès de Kantar World Panel et qui tient un enseignement et qui a vocation à vraiment, c'est une information à garder en tête pour le reste de la discussion parce que c'est un changement profond d'habitude. Les Français font de plus en plus souvent leurs courses pour des paniers moyens de plus en plus faibles. Ce que ça veut dire, c'est que ils sont très attentifs à leur budget, pour des raisons qui n'auront échappé à personne. Cette attention, c'est à la fois pour les distributeurs un risque et une opportunité. Un risque pour la même raison. À chaque fois que je vais faire mes courses, je peux choisir d'aller dans ce point de vente ou ce point de vente. Et ça va aller de pair avec ce qu'on évoquera après sur cette complémentarité distribution et digitale. Vraiment cette multiplicité des points de contact qui doit accompagner une fréquence de visite en magasin beaucoup plus élevée. Et ça va de pair avec la slide suivante qui rappelle à quel point la dimension promotionnelle, la recherche du prix, de la bonne affaire est essentielle. En moyenne, les Français sont 83% à indiquer qu'ils cherchent les promotions et c'est encore plus vrai pour les familles. Donc cet aspect des choses dit que certes, il y a des aspects de notoriété de marque, de relation, de proximité avec l'enseigne. Néanmoins, les deux hémisphères du cerveau chez les consommateurs sont sollicités et le prix est important. Donc, c'est là que la complémentarité se sent, où le digital permet une fréquence de sollicitation plus élevée, plus courte et plus élevée, et le support imprimé permet d'avoir un référent permanent qu'on peut consulter au moment de prendre des décisions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important et justement en digital nanoterrain et notamment avec Meta, on travaille beaucoup pour nos clients de réussir à mettre à disposition ces informations pour que le niveau national, mais également les points de vente puissent facilement activer ces éléments-là pour finalement parler aux consommateurs de ce qui les intéresse, à savoir quels sont les produits qui vont m'intéresser. Je pense que tu pourrais évoquer les intérêts de personnalisation. Vont les intéresser pour essayer de se rendre en magasin. Et moi, j'avais un autre chiffre que j'ai lu sur LSA aussi qui corrobore, c'est qu'en 2008, on fréquentait en moyenne 7,1
enseignes, alors qu'en 2025, on en fréquente 8,5. Donc ça va un peu dans la même direction. On a des consommateurs qui sont prêts à faire des kilomètres aussi pour aller dans les magasins et profiter de promotions fortes. Donc encore une fois, l'enjeu de parler et puis de savoir interpeller le consommateur au bon moment avec la bonne offre va être de plus en plus important. Ouais. Et du coup, course plus fragmentée, mais concurrence exacerbée aussi. Alors même si on est dans un paysage qui se consolide, l'annonce d'hier n'a fait qu'amplifier ce qui est en train de se passer. Il y a un intérêt, un enjeu pour les enseignes de bien communiquer, de toucher les bonnes personnes. Et à un moment donné, peut-être qu'il va y avoir un goulot d'étranglement aussi, surtout si on se contente sur un seul canal, par exemple. Donc, l'important, c'est aussi de varier. Ça sera un des sujets qu'on évoquera. On passe à la slide 3. On l'a évoqué un petit peu en intro aussi avec toi, Arnaud. Et d'ailleurs, l'interview avec Claire Lecor, je ne sais pas si tu l'avais écouté, qui a été diffusée hier, patronne PGC et communication de l'Hyper U de Fontenay-le-Comte, qui disait une phrase très juste: on ne communique pas à Fontenay-le-Comte comme on communique au national. J'aimais bien cette phrase. Alors, je ne sais pas si elle nous écoute, Claire, mais en tout cas, on te salue au cas où. Mais je trouve ça très juste. Et du coup, ça résume cette slide numéro 3. La France est hétérogène. Le nord de la France, le sud de la France, l'ouest, l'est ne sont pas aussi affinitaires tous au même niveau avec les prospectus ou avec la communication. Point important. On l'avait déjà un peu évoqué les dernières années, mais avec l'étude de Schauer, justement, et les cartes qu'on aura en slide 7, on le visualise. Absolument. C'est un élément qui, finalement, ce qu'on constate de façon globale, c'est une fragmentation. Fragmentation des usages, fragmentation des canaux de communication, fragmentation des courses. Ouais. Et qu'on soit en alimentaire ou non alimentaire, pour ne pas donner l'impression de ne parler que de grande distribution alimentaire, mais sur tous les autres sujets également. Consommation en magasin et en digital. D'ailleurs, on constate que le e-commerce finalement plafonne aujourd'hui à 15% du commerce et donc 85% qui a lieu en magasin. Et donc ces usages changent énormément en fonction des points de vente. Les cartes qui sont affichées à l'écran, qui sont le résultat des chiffres produits par notre partenaire Schauer, qui travaille sur la géostatistique et le géomarketing, pointe quelque chose, finalement une information à laquelle on n'avait pas nécessairement accès avant. Donc on se rend compte de choses qu'on pouvait ressentir localement, mais qu'on n'avait pas finalement pu envisager à plus grande échelle. Qu'un même consommateur d'un point de vue national, un même profil, prenons Raphaël, 35 ans, avec un certain niveau d'études, un foyer, une petite fille. S'il habite en banlieue parisienne, s'il habite à Fontenay-le-Comte ou s'il habite à Nice, n'aura pas le même comportement d'achat. On enfonce une porte ouverte en disant ça, ça paraît évident. Mais on a aujourd'hui accès, et les points de vente ont également accès à des outils et des informations, des statistiques qui leur permettent de prendre des décisions au regard de ces chiffres-là. Et on le constate par exemple sur ces cartes qui illustrent un petit peu ça, sur l'importance de l'attention qu'on porte aux publicités, dans un cas sur le prospectus, dans l'autre sur la publicité dans les réseaux sociaux. Et là, en fonction des territoires, il y a énormément de variations qui vont du simple au double. Mais non seulement c'est vrai au niveau du département, mais c'est encore plus vrai au niveau des bassins de vie, où une métropole, j'habite pour ma part à Rennes, si on prend les informations de Rennes versus les autres d'Ille-et-Vilaine, on n'aura pas du tout les mêmes chiffres. Et des villages d'Ille-et-Vilaine auront des chiffres plus proches de ceux d'autres zones rurales, tandis que ceux de la ville de Rennes seront plus proches de ceux de Nantes. Et maintenant, je pense que ce qui est intéressant, qui permet aux magasins de pouvoir agir au regard de ces informations, et encore plus au local, c'est l'accès à ces données. Meta en met également à disposition et permet ce ciblage assez fin. Et ce qu'on travaille de plus en plus, et ce que nos clients apprécient dans la façon dont on travaille, c'est de leur faire des recommandations qui sont de plus en plus spécifiques, locales. Je ne sais pas comment tu vois les choses, Raphaël. Oui, globalement, moi sur ces cartes, je m'y retrouve partiellement. On en a discuté, Arnaud, il y avait un petit peu débat, parce qu'au regard de ces cartes, on voit des zones de chaleur beaucoup plus chaudes côté prospectus que côté digital, enfin côté réseaux sociaux. Or, c'est vrai que la question posée, c'est est-ce que vous êtes attentif à la publicité, soit dans le prospectus, soit dans les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux étant un divertissement plus qu'un support publicitaire, effectivement, on y est peut-être un peu moins attentif. Cela dit, je suis en accord sur le fait que les zones les plus chaudes sur le prospectus, sur la carte de gauche, sont les zones où le prospectus a encore plus de succès qu'ailleurs. Parce qu'on le dit, les zones rurales, le digital connaît une pénétration qui est quand même très forte. Meta couvre quasiment 70% de la population de manière quotidienne.
semaine. Donc, première chose, c'est que dans la carte ici, publicité sur les réseaux sociaux étant un divertissement plus qu'un support publicitaire, effectivement, on a moins de zones de chaleur. En revanche, on couvre quand même 70%, rien que Meta couvre 70% de la population quotidiennement. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, derrière, le mix média, quoi qu'il arrive, il doit s'adapter. Forcément, dans toutes les zones qui sont très urbaines, on a des usages digitaux qui sont plus importants. Dans les zones qui sont moins urbaines, on en a un petit peu moins. Et puis, on a une population qui est vieillissante, n'oublions pas de le dire. Et donc, du coup, toutes ces personnes âgées qui sont moins digitales, le papier leur parle beaucoup, historiquement. C'est la raison pour laquelle les enseignes qui ont aussi arrêté de distribuer le prospectus le laissent quand même en sortie de caisse. Donc, voilà, pour moi, ce qui est important ici à la lecture de ces cartes, c'est de se dire, on est sur un format de complémentarité. N'oublions pas que le digital est en croissance et en forte montée et qu'il y a des usages qui sont puissants. Hein. C'est plus d'1 heure par jour sur les réseaux sociaux en France. Donc voilà, encore une fois, pour moi, c'est signe qu'un mix aujourd'hui doit être hybride et donc du coup, de pouvoir parler à différentes catégories de population et catégories d'âge. La presse est bien faite parce que c'est le point 4, le mix. Alors, je n'ai pas précisé en intro, mais si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser. J'ai des questions sous les yeux si besoin. Donc, point 4, le mix, effectivement, qui est extrêmement important aujourd'hui. On ne peut pas se contenter uniquement d'être sur un canal. Pas que Meta, pas que le papier, pas que Insta, pas que WhatsApp, peut-être demain. L'avenir de la communication locale passe par l'enrichissement du mix des outils digitaux. Dans le graphique qu'on aura juste après en régie, page 9, les réseaux sociaux restent quand même extrêmement importants pour 90% des points de vente, suivent les catalogues en ligne, forcément la publicité Meta, l'application, le SMS, le mail. C'est quoi votre regard à tous les deux? Alors, je pense que Meta, peut-être que je te laisse commencer, Raphaël. Je vais bien commencer. Moi, je note un élément, parce que la question, c'est effectivement quelles alternatives on voit au prospectus. Donc le prospectus étant de la publicité. Ouais. Donc du coup, on voit ici que la publicité sur Facebook et Instagram arrive en point 3, alors que les réseaux sociaux arrivent en point 1. Alors que pour moi, l'un est au service de l'autre. C'est-à-dire que, et même la publicité sur les réseaux sociaux est au service du catalogue en ligne également. Ça, on en a beaucoup parlé à Alliance Digitale. Avoir un catalogue en ligne, c'est une chose. Générer du trafic sur ce catalogue en ligne, c'en est une autre. Et donc, du coup, effectivement, Meta, Instagram et d'autres plateformes sociales sont très puissantes parce que c'est là qu'on achète du trafic le moins cher, souvent. Pas seulement du trafic, aussi de la couverture, tout simplement. Mais donc, du coup, ce trio de tête, pour moi, il se regroupe. Les réseaux sociaux, donc, on distingue toujours la partie organique, et ça je pense qu'on va en parler plus tard aussi dans cette discussion. C'est important encore une fois de distinguer organique et publicité sur les réseaux sociaux, même si les deux sont de plus en plus liés. Ouais. L'un travaille une communauté, l'autre travaille la puissance de feu. Et donc du coup, effectivement, sans surprise, on l'a vu chez Meta, la digitalisation du prospectus a généré beaucoup de business sur nos plateformes parce que en fait, on est un carrefour d'audience qui est gigantesque. Je le disais tout à l'heure, 70% des Français y vont pratiquement quotidiennement. Et donc du coup, forcément, un gros carrefour d'audience comme celui-ci, n'importe quelle enseigne a intérêt à y être. Que ce soit sur une stratégie nationale ou que ce soit sur une stratégie locale. Et ça aussi, on va y revenir. L'aspect local est hyper important parce que on se sent beaucoup plus concerné quand c'est le magasin à côté de chez soi qui parle que quand c'est l'enseigne d'un point de vue national. Oui. Mais ça, on garde cette discussion-là pour plus tard. En attendant, pour moi, ce point ici, il corrobore avec ce que nous, on voit côté Meta. Il corrobore avec l'analyse qu'on a faite à l'Alliance Digitale sur le GT. C'est qu'effectivement, il y a les outils de mise en ligne qui sont extrêmement importants. C'est quel est le parcours de l'utilisateur une fois qu'il arrive sur mon site. Et ensuite, il y a effectivement cette question de comment je le mène sur ce parcours. Je complète le mix média, finalement, d'un point de vue d'Annoterrain, il est vraiment 360 d'un point de vue consommateur. Le consommateur n'est pas que devant son téléphone, même s'il y passe beaucoup de temps. Il est également dans la rue, il est également au travail, à l'école, et il est en magasin. Et un des éléments qu'on constate dans le mix, c'est effectivement cette pluralité de canaux qui implique pour les points de vente également d'avoir des solutions et un accompagnement pour pouvoir les adresser. Une fragmentation des canaux, c'est aussi beaucoup d'interfaces, beaucoup de travail au quotidien pour réussir à tous les adresser, certains avec plus ou moins de facilité. Et donc là, c'est vrai que
ce qu'on peut constater, c'est que les magasins ont envie de faire beaucoup de choses. Et souvent, pour pouvoir les mettre en œuvre, elles font appel à nous, et on en discute beaucoup, pour nous demander des recommandations sur la façon de l'organiser et la façon dont on va le travailler. Et ce graphique le dit, c'est en fonction de la zone d'évaluer ce qu'on va vouloir mettre en avant. Et on travaille beaucoup également avec elles sur l'objectif. Est-ce que c'est un objectif de mise en avant produit sur lequel on va vraiment aller chercher la dimension promo qu'on évoquait au début de la conversation, ou est-ce qu'on est sur un enjeu de notoriété pour réussir à créer sur le temps long une habitude de consommation. Ce sont des enjeux différents. Ces canaux peuvent y répondre, mais ils ont besoin d'être pris en main de telle façon que ça fonctionne. Quand on a un anniversaire, l'anniversaire peut ou peut ne pas être associé à des promos, soit parce que le point de vente ne s'y prête pas, parce qu'il y a beaucoup de points de vente qui ne souhaitent pas forcément parler prix, mais qualité de service, proximité, etc. Et là, non seulement le canal est important, mais la façon de prendre la parole sur ce canal est important et doit être spécifique. Donc c'est vrai que cette façon ce mix média, c'est un vrai challenge pour le point de vente, de réussir à se l'approprier. Et autant ça peut paraître, du moins un peu à distance, plus facile quand on a des hypermarchés qui ont plusieurs centaines de salariés et potentiellement une personne dédiée à ça. Mais quand on a une boutique ou dans d'autres domaines où on a peut-être 10-15 employés, ça devient beaucoup plus dur d'activer ça. Ouais. Et c'est ce qu'on ressent également, c'est que les équipes sièges sont de plus en plus sollicitées par le local pour mettre en place des dispositifs de plus en plus fragmentés, de plus en plus de canaux à activer, et elles ont besoin de répondre à cette attente. Localisée, parce qu'à Fontenay-le-Comte, on ne répond pas de la même façon effectivement qu'à Nice. Et c'est sur ça c'est un des challenges qu'on a pu constater, si on peut tirer un peu une des conclusions 2025, c'est une tendance de fond, je pense, c'est ce besoin d'avoir quelque chose de particulier à son point de vente, et ce challenge pour les équipes sièges de réussir à y répondre rapidement. Ouais, moi, je l'aime bien ce graphique qu'on fait chaque année. Il dit beaucoup de choses et je trouve que, hormis les deux premiers qui sont peut-être un petit peu leaders, il y a quand même un petit peloton groupé. Et moi, je retiens notamment l'application, le SMS, le mail des médias propriétaires, qui rassure aussi les enseignes aujourd'hui. L'application, il y a 4-5 ans, n'était pas à ce niveau-là. Quelle est votre position, un peu votre regard, vous, sur cette montée de ces canaux ? Notamment, alors ça parle beaucoup d'alimentaire. Et dans l'alimentaire, c'est vrai que ne distribuant plus de prospectus tout en ayant une population qui cherche à accéder au prix et aux promos, le catalogue digital est déterminant. L'application, ça permet, d'un point de vue enseigne, d'avoir de la fréquence d'usage et de la fréquence de consultation à moindre coût quand on arrive à fidéliser. C'est un énorme challenge parce qu'en moyenne, un utilisateur utilise entre 10 et 12 applications par semaine, et faire partie de ce peloton de tête, c'est clé. Et là, c'est vrai que on le voit, et les enseignes ont investi énormément de budget dans l'installation des applications, de créer de la fréquence d'usage. Les investissements en CRM également ont augmenté pour les adresser par SMS, par mail, etc., pour faire revenir sur la version digitale du catalogue. Donc tout ça va de pair parce que finalement, la distribution du catalogue en boîte aux lettres permettait d'accéder aux offres. Si ce support-là disparaît, n'empêche que la recherche de promo, elle ne disparaît pas. Et cette digitalisation du catalogue dont on a beaucoup parlé à l'Alliance Digitale, elle a besoin d'avoir des supports qui sont de plus en plus adaptés, modernes, et des usages qu'on voit également évoluer dans sa fragmentation, à nouveau, parce qu'on va peut-être faire des catalogues plus courts, mais plus thématisés. Oui, et puis après, il y a comme tu le dis, tous ces outils propriétaires. Alors déjà, c'est gratuit. Enfin, gratuit. C'est pas gratuit. Mais je veux dire, c'est un peu plus facile que de faire de la publicité, d'aller toucher en fait, ses clients sur son application, par SMS, même si le SMS a un coût, l'email aussi. Mais voilà, ce sont des outils aujourd'hui qui sont considérés quasiment comme des outils propriétaires. En tout cas, ça touche à une base CRM qu'on soigne. C'est encore la règle des 80-20.
20% c'est de la prospection, 80% c'est les clients qu'on a déjà qui font le chiffre d'affaires. Et donc du coup, il faut aussi se concentrer sur eux pour maximiser la lifetime value, la durée de vie, le chiffre d'affaires généré pour chacun d'entre eux. Donc ça m'étonne pas aussi de voir ces éléments-là monter. Ouais. Les campagnes qui redirigent vers les applications mobiles des clients sont de plus en plus nombreux sur nos plateformes aussi. Preuve que effectivement, on cherche à développer l'usage. Ouais. On voit des applications dans lesquelles il y a de la gamification qui se développe de plus en plus. Il y a les tickets de caisse aujourd'hui et puis tout l'historique d'achat qui s'y retrouve. Et demain, il y a l'IA qui va s'en mêler de plus en plus pour personnaliser les achats, etc. Donc, c'est important pour une enseigne de pouvoir concentrer la data, connaître son client et puis, idéalement, du coup, que ça se passe sur des outils propriétaires, quoi. Point numéro 5, on a posé la question au magasin, quelles étaient leur motivation de ce changement de stratégie. Pour les premières réponses, ça concerne la réduction des coûts. Alors, Arnaud, c'est la bonne personne, je pense, pour en parler. Les coûts reviennent, changement de stratégie marketing aussi, et les motivations écologiques en 3. À la fin, c'est quand même combien ça coûte et combien ça rapporte, qui sont déterminants. Avec donc oui, le dispositif WePub est arrivé au même moment de l'évolution de la hausse, une grosse hausse du coût de la matière première, du papier, etc., qui font que cette réglementation arrive au moment où le support lui-même coûtait beaucoup plus cher. Donc, si les motivations écologiques ne sont pas forcément une bonne raison, parce qu'en réalité, le papier n'est pas du tout... il y a encore de l'acculturation à faire. Il y a énormément d'acculturation. On rappellera qu'on ne coupe pas d'arbres pour faire du papier. On coupe des arbres pour faire des maisons et des meubles. Et ce qui est autour de l'arbre, on l'utilise pour faire du papier. Donc, quoi qu'il arrive, on a besoin de les entretenir. Mais donc, c'est vraiment cette hausse des coûts qui a été un accélérateur. Mais finalement, c'est une hausse... Enfin, l'envie de réduire les coûts ne s'est pas traduit par une baisse des budgets. C'est ça qui est un petit peu qu'on a pu constater dans d'autres questions qu'on pose dans le livre blanc. Les budgets sont reventilés autrement. Ce qu'on a gagné en faisant plus de digital, c'est et qui va de pair avec, c'est pour ça que j'insiste sur ce premier graphique, sur la fragmentation, la fréquence de visites en magasin qui augmente, c'est la possibilité de communiquer plus fréquemment avec des messages plus différents. Un support imprimé, il a cette contrainte industrielle. Il faut le faire, l'imprimer, le livrer. On ne le met pas à jour tous les jours. En digital, on peut tous les jours, toutes les heures changer le contenu. Et c'est vrai que ça répond finalement à la stratégie marketing aussi d'avoir envie de faire plus de personnalisation, de pouvoir segmenter plus les communications et de pouvoir aussi s'offrir en quelque sorte le luxe de prendre la parole, pas que sur de la promo. Quand on imprime un prospectus, très peu de place est donnée aux contenus éditoriaux. Quand on est sur des supports digitaux, on va pouvoir, le gros de l'investissement va clairement sur la mise en avant produits, promos, prix, mais une partie est également utilisée pour mettre en avant l'application, la vie du magasin, les services, des choses qu'on ne faisait pas nécessairement habituellement sur les supports imprimés. Ouais, du coup, c'est le point 6. On a basculé d'une communication prix-produit ultra descendante. Et tu disais ça, Raphaël, tout à l'heure, on passe à une audience locale, une communauté locale qu'on se crée par le contenu. L'audience devient un actif stratégique pour les points de vente, pour les enseignes, qui vient nourrir la fidélité, qui vient nourrir la préférence d'enseigne et l'efficacité du média. Ouais. Vous le partagez ? Oui, moi, au même titre que tu disais, Arnaud, effectivement, in fine, c'est souvent le prix et ce que ça rapporte qui compte. Je pense que la règle du bon produit au bon endroit, à la bonne personne, avec la bonne couleur, avec la bonne musique, avec tout ce qu'on veut, elle restera toujours et elle accélérera même, mais elle doit être combinée bien sûr à du narratif dont on parlera un petit peu plus tard et à des messages qui sont un peu plus personnalisés. En tout cas, c'est sûr, nous on le voit sur un autre aspect, c'est que travailler sa clientèle, son CRM, je suis venu avec un polo WhatsApp. WhatsApp accélère beaucoup en ce moment aussi. Pourquoi ? Parce que, alors déjà, il y a une tarification qui s'adapte au marché et qui devient concurrentielle avec le SMS. Mais il y a aussi des messages marketing, du coup, qui permettent d'adresser finalement sa clientèle directement sur ce support-là. Et pourquoi ça a le vent en poupe et pourquoi même le RCS ou ce marché-là avance beaucoup ? C'est qu'en fait, encore une fois,
parler à sa clientèle, on ne peut plus le faire sur tous les canaux de la même manière. L'email, il commence à être bien spammé, donc on y est moins attentif qu'il y a 20 ans, beaucoup moins attentif qu'il y a 20 ans. Le SMS, il est parfois un peu impersonnel, donc il est un peu limité dans les caractères, il n'y a pas de rich media à l'intérieur, etc. D'où l'arrivée du RCS. Et donc du coup le conversationnel, la capacité finalement à qualifier, à mieux connaître et à travailler cette communauté dont tu parles, ou donc cette audience qui est finalement le cœur cible parce que ce sont les gens qui viennent toutes les semaines et qui consomment dans votre magasin. Bah, c'est effectivement se dire tiens, comment j'apprends demain à avoir un dialogue avec elle qui est authentique, qui est personnalisé, où je peux avoir des feedbacks, où je peux apprendre de cette audience. Donc effectivement, enfin, on le voit chez nous, c'est un enjeu, mais on le voit aussi dans la manière dont le marché se structure. Aujourd'hui, alors on en est sorti un petit peu de tout ce contexte environnemental où quand on questionnait les jeunes ont tendance à dire moi je m'oriente vers des enseignes qui ont des valeurs fortes, écologiques, et respectueuses, etc. Bon, on voit que le prix, avec l'inflation, on voit que le prix est revenu en avant-première des motivations pour l'achat. Mais voilà, je pense que le dialogue est important et les outils digitaux le permettent. Donc, ça ne m'étonne pas du tout ce que tu dis là. Enfin, effectivement, le fait de pouvoir travailler une audience plus qu'un produit, ou en tout cas en plus du produit. Ouais, on a vu une vraie évolution depuis 4-5 ans. Les réseaux sociaux n'ont pas vraiment ralenti, en tout cas dans le volume de contenu. Par contre, on a vu des magasins s'améliorer en qualité de contenu. On fait beaucoup plus de storytelling, on raconte mieux les histoires. On voit des reportages sur les producteurs locaux, sur les services, tu disais tout à l'heure Arnaud. On parle d'utilité, on veut être utile aussi. C'est aussi le sens du commerce de demain, d'être beaucoup plus proche, de créer ce lien avec ses clients. C'est ça aussi qui va créer la préférence de fréquentation. Voilà, ça rejoint ce dont on se parlait sur le challenge d'avoir des consommateurs qui font leurs courses plus souvent et donc travailler sur cette image de marque. Finalement, on travaille une image de marque quand on est un point de vente. Ça rassure également parce que parler d'un produit, c'est quelque chose qui est assez factuel, qu'on peut comprendre facilement. Mais l'expérience en point de vente, c'est également d'être rassuré de là où on va aller, d'avoir déjà un peu vu qui était dans le magasin, le type d'expérience qu'on va avoir. Les avis clients, dans d'autres domaines, sont déterminants. Il y a beaucoup de solutions et beaucoup d'efforts qui sont mis dans les avis clients. Ces avis clients, c'est aussi quelque chose qui fait que les clients ont besoin d'être rassurés. Parce que finalement, je fais l'effort d'aller dans un magasin et il y a une aversion au risque qui a tendance à augmenter. C'est un comportement qui a tendance à augmenter, l'aversion au risque. Et se rendre dans un magasin dans lequel on n'est pas forcément sûr de la qualité de l'expérience, ça peut être un frein. Et donc, cette dimension audience, contenu éditorial, rassure, parce que je n'ai pas besoin d'y aller pour me rendre compte déjà un peu de est-ce que le magasin est beau, neuf, est-ce qu'il est moderne, est-ce que les collaborateurs sont serviables. Ça aide à ça aussi. Ça rassure. C'est pas ça qui va peut-être être l'élément, mon point d'entrée, mais ça va me convaincre finalement pour un produit à ISO offre commerciale. La qualité de l'expérience sur place peut vraiment m'aider à aller et revenir. C'est une vitrine aujourd'hui très facile d'accès pour les consommateurs. Aller voir ce qui se passe en magasin, et donc du coup, mieux ça se passe, plus on a des chances de le faire revenir et de le faire consommer. Je pense que tu connais mieux le sujet que nous. Je pense que tout le monde passe beaucoup de temps sur les fiches, à travailler ses fiches Google et ses avis clients pour bien cerner cet aspect des choses. Je rebondis sur l'authenticité. C'est aussi un peu une réponse à l'IA. Alors je ne sais pas à quelle proportion aujourd'hui les magasins utilisent l'IA pour créer du contenu, mais on est en recherche aujourd'hui d'humains, d'authenticité, de choses imparfaites. Ça, si tu le ressens alors dans les contenus qu'on voit sur les réseaux sociaux, Arnaud. On le ressent et c'est vrai qu'effectivement on a besoin de voir des vrais gens qui nous parlent de vraies choses, puisque l'attention sur ces canaux notamment est en concurrence avec beaucoup d'autres contenus produits de façon industrielle avec des avatars qui n'existent pas et dont on ne se rend pas forcément compte. Donc ça, c'est un élément important. Et par ailleurs, cette authenticité, pour m'éloigner quelques secondes de la dimension réseaux sociaux, mais sur les médias, est importante. Et le fait, par exemple, Nanoterra investi une partie significative de la publicité digitale dans la presse, PQR, PHR, PQN, magazine, etc.,
il y a également une réassurance de voir une publicité sur un média qu'on connaît, pour lequel on sait que le contenu qu'on va y lire n'est pas généré par IA. C'est pas des moteurs qui écrivent les articles, ce sont des journalistes qui le font. Et au-delà de la dimension de la publicité dans les médias comme source de financement important, il y a également cette confiance et cette authenticité. Et quand on investit, que ce soit Nanotera, les équipes, la plateforme Big One, que peuvent utiliser les magasins pour activer leurs plans locaux, les plans médias, la première question qu'ils nous posent en digital, c'est où est-ce que je suis apparu ? Est-ce que je suis apparu sur Ouest France, l'Est républicain, le Parisien, etc. C'est vraiment important parce qu'il y a une relation de confiance avec les médias qui est la même que cette relation de confiance qu'on a avec un vendeur. C'est quelqu'un qu'on peut aller voir si on n'est pas d'accord. Et qui, avec d'autres expériences digitales qui sont beaucoup plus éloignées, n'ont pas cette authenticité. Moi, je rebondis sur le côté humain. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'incarnation, c'est comme ça qu'on l'appelle aussi dans le métier, mais le fait d'incarner un petit peu la marque, c'est super important. Et c'est tellement important. Alors, c'est né au travers des influenceurs, c'est né au travers des créateurs, c'est né au travers des initiatives qui existent en magasin et qui cartonnent et qui font qu'en fait, on aime un magasin parce qu'il produit du contenu qui est sympa, qui n'est pas forcément toujours commercial d'ailleurs, mais qui est là pour parler de la vie du magasin et tout ça. Et en fait, c'est marrant parce que ce sont des codes qui sont repris même dans la partie publicitaire. Et donc du coup, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on recommande souvent de faire intervenir un humain pour mettre du produit en avant. Donc encore une fois, je ne sais pas à quel moment on parlera d'IA et de flux produits. Je pense qu'il y a un message qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, la technologie prend de plus en plus de place pour la grande distribution, pour le ciblage publicitaire, etc. Je pense qu'il faut être très fort là-dessus. Je pense que des flux produits magasins pour savoir exactement ce qui est disponible à un instant T, ça sera toujours important pour pouvoir être redirigé vers la bonne personne au bon moment. Mais en parallèle, justement, il y a cette dimension où l'humain doit exister, où il faut montrer qu'en fait, il y a des gens, qu'il y a du service, qu'il y a des choses qui changent et qu'en fait, tout simplement, le magasin, il est en pleine vie. Donc, c'est comme quand on a une bonne stratégie média, on a une stratégie bas de funnel qui est très orientée produit et on a une stratégie haut de funnel qui est là pour parler de la marque et montrer que la marque, elle est canon. C'est la même chose et c'est le duo gagnant, en fait, pour générer du commerce et de l'attractivité. Faut qu'on avance, messieurs. Il nous reste encore 3 points à évoquer. Le point 8, du coup en régie. Beaucoup de magasins nous ont dit qu'ils avaient des freins, effectivement, à passer à cette transition. Et notamment le frein que leur public n'était pas à l'aise avec le numérique. Alors on l'a commenté en off, mais je pense qu'on peut le recommenter. Quelle est ta position, toi, Arnaud ? Est-ce que c'est un peu biaisé par rapport à un ressenti personnel ? Absolument. Absolument. Naturellement, j'ai pas envie qu'on se dise que les réseaux sociaux c'est pour les jeunes et les prospectus c'est pour les vieux, parce que c'est faux. C'est faux. C'est factuellement faux et c'est pas très utile en plus comme postulat. Ce qui est plus utile, c'est de se poser la question du support lui-même et de son rôle. Et c'est cette question-là qui est, je crois, clé, qui est parfois mal perçue localement. Et ça, c'est l'absence peut-être de moins d'outils, des équipes plus jeunes qui n'ont pas forcément le même recul que leurs aînés sur ça, peut un peu biaiser les choses. Alors certes, les usages, les médias que quelqu'un qui a 50, 60, 70 ans avait l'habitude d'utiliser va utiliser plus spontanément. Néanmoins, ce sont de très gros consommateurs de réseaux sociaux. Demandez à vos parents ou grands-parents ce que vous recevez comme contenu de leur part, vous en rendrez assez rapidement compte. Et de la même façon, les consommateurs plus jeunes apprécient de pouvoir, pendant plusieurs minutes, ne pas être sollicités au-delà de ce qu'ils sont en train de faire. Et d'avoir un temps de consultation. Donc, je ne sais pas d'ailleurs si on peut parler de frein. En quoi est-ce que ce serait un frein ? Parce que ce n'est pas un objectif en soi. C'est le graphique d'après. Absolument, mais c'est ça qui est intéressant de se dire, c'est que les collaborateurs, les jeunes collaborateurs en point de vente considèrent une évolution full digitale comme inéluctable.
Ce qui n'est pas le cas. La radio n'a pas remplacé la presse, la télé n'a pas remplacé la radio, le digital n'a pas remplacé ceux qui sont d'avant. C'est de nouvelles façons de consommer l'information, de consommer la publicité qui vont de pair. Et les médias qui marchent le mieux, les points de vente qui marchent le mieux, sont ceux qui arrivent à se l'approprier. Il y a certains points de vente qui sont connus pour être très forts sur les réseaux sociaux, mais qui sont d'abord très très forts sur la communication. Et d'ailleurs, l'essentiel de leur effort n'est pas sur le contenu qu'ils vont faire sur Facebook ou sur Instagram, mais sur l'expérience en magasin, sur la communication en magasin, sur les opérations. Et les encarts presse, ils travaillent beaucoup sur ça, sur leur CRM. Donc en fait, il y a tout un travail souterrain qui n'est pas affiché aussi visible si on n'est pas sur la zone, justement, que les réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux sont accessibles de n'importe où. Ouais. Mais si on n'est pas dans la base CRM du point de vente, on ne se rend pas compte de ce travail-là. Si on n'est pas sur le territoire, on ne se rend pas compte de la publicité autour du point de vente, alors que c'est là qu'ils passent 70% de leur, qu'ils investissent 70% de leur énergie. Ouais, moi le public cible peu digitalisé, donc c'est quand même le premier frein qui remonte. J'hésite entre prendre un côté provoquant et dire c'est juste une bonne excuse pour pas y aller, mais je pense que sur la réalité du terrain, c'est une réalité, que je connais pas assez bien d'ailleurs, mais globalement, peut-être le message, c'est que encore une fois, on parle de mix hybride, on parle de complémentarité entre les supports. Je pense qu'il faut saisir l'opportunité, il faut y aller. Le digital est un monde, mais c'est les deux qui avancent vite. Aujourd'hui, quand on bosse chez Meta, et pas seulement, on entend parler d'IA partout, ça accélère de partout. On prend l'exemple de Walmart aux États-Unis bien souvent, mais le retail média, la manière dont le digital et la data progressent, ça avance très très vite. Donc aujourd'hui, ne pas accélérer très très vite sur le domaine du digital, c'est ne pas monter dans le train. Évidemment, le côté hybride est hyper important. Donc soigner sa clientèle en fonction de son âge, c'est très important. Mais ne pas monter rapidement dans le train du digital en parlant flux, en parlant data, en parlant IA. C'est peut-être du chinois encore pour certains, et je pense que ça l'est réellement, parce que sur le terrain, quand on est en magasin, on n'a pas forcément le temps de s'occuper d'une communication locale, digitale, fragmentée, alors que le papier, on avait un volume, ou on a un volume et on sait qu'on le distribue, et puis voilà, c'est simple. Le digital, c'est très compliqué. Les réseaux sociaux ont la chance d'être souvent cités parmi les premiers parce qu'on est un carrefour d'audience monumental. Ouais. Mais si on regarde le digital sur tout l'écosystème digital, il y a un nombre d'acteurs infini pour communiquer. Donc, en gros, ça fait peur. Donc moi, je comprends qu'il y ait parfois un manque de compétences et un peu de peur d'y aller. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut monter dans le train le plus vite possible parce que c'est un monde qui avance très très vite et donc on prend du retard si on ne monte pas tout de suite. Il y a deux points du graphique sur lesquels on va revenir, c'est le point 9 et 10. Un, c'est la difficulté à mesurer, c'est la question qui revient quasiment tous les ans. Et deux, la question de la professionnalisation du métier. Est-ce qu'il faut internaliser, externaliser, former les équipes? On commence par la mesure. Ouais, la mesure, je viens en parler 2 secondes. Ouais. La mesure, encore une fois, on arrive doucement dans un monde où on peut faire remonter les ventes magasins pour mesurer l'impact d'une campagne publicitaire. Entre des gens qui sont exposés à la campagne, des gens qui ne sont pas exposés à cette campagne, comment chacun des groupes se comporte en magasin. Est-ce que ceux qui ont été exposés font plus de chiffre d'affaires en magasin que les autres? C'est des méthodologies comme dans la médecine, c'est des A/B tests, quoi. Et donc, du coup, ça permet de voir concrètement si c'est efficace ou pas. À l'échelle d'un magasin, c'est pas toujours facile de mesurer ça. Donc, c'est souvent à l'échelle d'une région, à l'échelle d'une enseigne. Cela dit, c'est déjà possible aujourd'hui. Donc, en gros, c'est important d'avoir cette idée en tête pour se dire, tiens, est-ce que mon enseigne fait ce genre de mesures? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé ou pas? Ensuite, ce qu'on voit souvent lorsqu'on voit des magasins ou lorsqu'on voit des régions, c'est tout simplement des témoignages de magasins à la communication qui disent moi j'ai fait de l'organique, j'ai fait un boost organique ou j'ai fait de la publicité et j'ai vu en fait que dans les inventaires, le stock s'était écoulé beaucoup plus rapidement parce que j'ai actionné ces publicités-là. Donc dans un monde où avant on n'avait pas le digital, où on faisait du 4x3, on achetait des placements en ville, sur le bord de la route, sur le chemin du travail, etc. On ne se posait pas cette question-là. Dans le digital, on se dit qu'on doit tout mesurer. Donc on se les pose, mais il ne faut pas oublier que le digital est déjà en soi une capacité à générer des expositions
savoir combien d'expositions ont eu lieu, Ouais. et puis avoir une exposition qui est peut-être un peu plus quali parce qu'elle est un peu plus personnalisable à l'individu. Mais je m'inquiéterai pas de la mesure. Globalement, elle va s'affiner. On n'a que des retours positifs déjà auprès des chargés de communication en magasin qui voient lorsqu'ils activent de la pub. Oui, effectivement, la dimension de mesure, finalement, c'est le digital a cette promesse de pouvoir tout mesurer, ce qui est notamment le cas en e-commerce, puisqu'on peut vraiment faire un suivi, un tracking de la session utilisateur de bout en bout. Et spontanément, les équipes qui, venant du e-commerce, ont commencé à s'occuper de visites magasins, ont voulu transmettre ça également sur ce type de canaux. Il y a des limites, mais ces outils qui finalement n'étaient pas vraiment utilisés ou pas aussi facilement utilisés suivent les évolutions technologiques. Et même les canaux non digitaux peuvent être de mieux en mieux maîtrisés, ne serait-ce que parce que cette information est plus facilement accessible, lisible, exploitable par les gens qui le mettent en œuvre. Je peux désormais avoir une carte de mon point de vente, des panneaux d'affichage de leur emplacement, du volume de trafic qui passe devant cet emplacement et tester avec, sans ce panneau, de façon assez... les outils nous le permettent aujourd'hui. Et les outils au niveau du point de vente nous le permettent. Cette mesure, je pense qu'au-delà du fait qu'on mesurait déjà beaucoup le prospectus, on peut toujours d'ailleurs évaluer le taux d'écoulement d'un produit présent dans le catalogue versus pas présent dans le catalogue. Et les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Un produit présent dans le catalogue s'écoulait plus vite qu'un ce même produit non présent dans le catalogue. Il était souvent en tête de gondole aussi. Par ailleurs, c'était une mise en avant globale. Et donc cet élément des choses, finalement, continue, ça s'affine et les outils nous aident et ça fait très probablement partie des évolutions majeures qu'on va voir dans les années à venir et qu'on implémente déjà chez Meta, chez Nanoterra, sur la prédiction et l'analyse de ces chiffres, parce que fragmentation de canaux, c'est beaucoup de sources d'informations à réussir à agréger et réussir à leur donner sens. Et l'IA, quand on parle d'IA, on dit beaucoup de choses. Il y a l'IA générative qui crée du contenu, mais clairement, d'un point de vue B2B, ce que nous on voit, c'est la capacité d'analyse de données et de son interprétation grâce à l'IA. Et dans les outils que développe Nanoterra, il y a comme dans d'autres entreprises, des agents IA avec lesquels on va pouvoir commencer à échanger pour comprendre les résultats qu'on peut lire sur un dashboard. Et ça, je pense que c'est 2026, 2027, 2028 vont être déterminants sur ça. L'autre sujet, c'est la professionnalisation des équipes locales. Plus de 50% des magasins, près de 50% des magasins ont prévu déjà de recruter des collaborateurs ou de les former. Là aussi, on assiste un peu à une mutation du secteur du métier. On n'est plus community manager, on devient un peu le stratège communication locale. Je pense qu'il y a presque un terme à donner, je pense, pour les points de vente, pour la grande distribution. On est vraiment au carrefour d'un changement de paradigme sur ce métier. On ne fait plus que de la création de contenu, on ne fait plus que du réseau social. On va beaucoup plus loin. On va plus loin parce que nous, finalement, on a besoin d'avoir quelqu'un sur place qui a une vue d'ensemble du dispositif de communication. Si on avait de la PLV en point de vente et un catalogue qui était finalement un catalogue qui était un tableau Excel construit avec les équipes commerce sur les produits qu'on avait envie de mettre en avant, on a besoin aujourd'hui au local d'avoir la capacité à avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe. Certains points de vente qui ont la surface financière peuvent avoir un collaborateur dédié. D'autres qui sont beaucoup plus petits sont accompagnés par des outils mis à disposition par les sièges, par la centrale, pour pouvoir justement avoir une vue d'ensemble sans avoir une personne dédiée. Donc ce sont des modèles qui évoluent en même temps, qui permettent au siège de mettre à disposition des outils d'aide à la communication locale, qu'elle soit imprimée, digitale, réseaux sociaux, publicité. Finalement, et on les aide à comprendre et les agents IA là-dedans, je pense, vont être un accélérateur d'appropriation pour mieux comprendre ce qu'on fait, parler en langage naturel, comme si on parlait à notre assistant communication, fois 700 magasins. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et moi, j'ajouterais aussi, je suis d'accord avec ça, et ensuite, je pense qu'un magasin doit être exigeant avec son siège, parce que le siège doit organiser une communication locale avec les moyens possibles. Quand on parle de flux de données, etc., ça veut dire que demain, le siège doit pouvoir organiser, grâce à des flux d'informations qui remontent depuis les magasins,
dire Arnaud, il est à côté du magasin de Strasbourg, ou de Rennes plutôt. Je sais que dans ce magasin-là, il y a tel stock et tel produit. Je connais Arnaud, je sais ce qui lui plaît, donc je sais ce que je vais lui exposer. Ça, je pense que ce n'est pas le magasin qui a la charge d'organiser cette publicité-là. C'est la tête d'enseigne, le tête de réseau pour le profit du magasin. Le souci du magasin, c'est de se dire, est-ce que mon stock, est-ce que ce que j'ai en stock en magasin remonte bien auprès de l'enseigne pour que ça puisse être utilisé correctement. Pour moi, en magasin, ensuite, le chargé de communication, il doit se poser la question, comment je rends mon magasin séduisant, parce que le prix, théoriquement, il est déjà travaillé par la tête d'enseigne, mais comment je rends ce magasin séduisant, comment je fais la différence, et effectivement... quels sont les médias par lesquels je passe, parce que bon, certes je suis chez Meta, mais je trouve qu'une bonne stratégie, elle passe par des touchpoints radio, par des touchpoints réseaux sociaux, par des touchpoints 4x3 dans la rue, c'est un ensemble de choses, ou par peut-être des sponsorings sur des équipes de sport ou sur ce genre de choses. Donc il y a vraiment une stratégie locale qui est passionnante et où en fait le message qui doit ressortir, c'est peut-être celui de la dimension humaine, de la qualité humaine en fait, qui vient en plus de la qualité commerciale, qui normalement doit être gérée par la tête de réseau. On arrive au dernier point. Alors si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Il n'y en a pas encore, mais si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. Point 11, on ne pouvait pas citer du coup cette transition dans laquelle on vit. Le papier existe toujours, il ne disparaît pas. Il devient encore un soutien pour des gens, des clients peu digitalisés, ça c'est une vérité. Et un outil d'accompagnement aussi, plutôt de masse encore, mais ça reste un outil encore très très important pour les points de vente. Absolument. Et là, on distinguera quand même deux cas qui sont quand même très différents. Donc, en alimentaire, c'est vrai quelle que soit l'enseigne, ce qu'on appelle les arrières de caisse, donc ces prospectus qui finalement sont disponibles, qu'on va prendre, emmener avec soi pour préparer les prochaines courses. Ouais. Ça, c'est toutes les enseignes le continuent à le faire et vont continuer à le faire. Mais ça, c'est spécifique à l'alimentaire, parce qu'il y a une fréquence d'achat. Ce qu'on constate chez Nanoterrain, c'est que sur les autres verticales, bricolage, ameublement par exemple, le prospectus reste très fort, voire revient en force, parce qu'on a besoin d'avoir des contacts de qualité. On est beaucoup plus bataillé face au e-commerce, parce que l'alimentaire est finalement moins bataillé par d'autres acteurs, beaucoup plus d'acteurs que l'e-commerce. On a beaucoup moins Amazon, beaucoup moins Cdiscount, beaucoup moins de marketplace de Chine ou autre. On a le point de vente a besoin de convaincre et de montrer, d'émerger finalement sur ces verticales-là. Et ce qu'on constate, c'est que beaucoup de ces enseignes continuent, voire réaugmentent leur budget dans distribution de prospectus. Les mains, donc le nombre d'exemplaires à chaque fois dans sa boîte aux lettres a diminué. Ça, c'est une certitude. Et donc, finalement, ceux qui sont disponibles sont plus vus. Et la concurrence est féroce sur ce sujet en digital, avec peut-être des moyens et accès à des algorithmes et des équipes encore plus sur des plateformes internationales qui savent finalement optimiser vraiment au mieux. Alors, les algorithmes des plateformes elles-mêmes le permettent, mais les e-commerçants sont probablement encore plus avancés que les retailers physiques, qui ont, eux, accès, par contre, beaucoup plus facilement à ces différents touchpoints que tu évoquais, de la publicité dans les magazines, dans la presse, des publicités sur les 4x3 de façon beaucoup plus localisée, de façon intéressante. Et là, les points de vente, qu'ils soient intégrés ou pas intégrés, qu'ils soient coopératifs, font remonter au siège leur singularité, les éléments qu'ils voudraient mettre en avant, les produits qui seraient intéressants. Et donc, c'est pour ça que j'insiste pour bien scinder finalement les points de vente dans lesquels on se rend très fréquemment, parce qu'on a besoin de remplir son réfrigérateur, des points de vente dans lesquels on va se rendre une fois tous les 2 mois, 3 mois, dans lesquels là, la concurrence avec le e-commerce et la livraison à domicile est nettement plus forte. Et ouais, et moi globalement, je crois au côté hybride. De toute façon, c'est une réalité aussi. Et je me demande comment les contenus du prospectus pourraient eux aussi changer. Parce qu'on parle d'humain au local sur les réseaux sociaux. Pourquoi le prospectus, demain, pourrait-il ne pas seulement mettre en avant de la promo, mais aussi mettre en avant un peu l'aspect local des choses, renvoyer vers le digital, devenir complémentaire. Là aussi, tu le disais, il y a des personnes âgées qui sont très présentes sur les réseaux sociaux et il y a des jeunes qui lisent les prospectus. Donc en gros, encore une fois, on parle de mix,
Et je pense qu'intelligemment, on doit faire en sorte que les médias soient connectés entre eux aussi. Absolument. Et puissent être complémentaires. C'est vraiment cette dimension qu'on a évoquée un petit peu tout au long de la confiance qu'on va avoir. Et c'est plus facile de se dire j'ai été acheté dans un magasin, si un truc ne va pas, je retourne dans le magasin, que de tout faire à distance. Et ça, c'est une réalité, d'autant plus si l'investissement est élevé. On achète un téléphone, un ordinateur, un canapé, une perceuse. Et puis dernière remarque, on parle souvent du hook sur le digital, la capacité à hameçonner le consommateur pour qu'il consulte le contenu. Pourquoi le prospectus ne rentrerait pas dans une logique de hook ? Finalement, moi j'ai découvert le prospectus en travaillant dans le prospectus. Avant, je me disais toujours, c'est quoi ce truc ? Et donc du coup, je dois avouer une chose, c'est que quand je commençais à lire un prospectus, j'étais accroché. Parce qu'en fait, dedans, je trouvais des trucs qui m'intéressaient. J'étais là, je ne savais pas qu'en fait, il y avait ce genre de produit. Donc pourquoi demain, on ne raisonnerait pas aussi sur le papier à avoir un hook en couverture ? Bon, c'est déjà le cas, hein, les promos les plus fortes sont souvent en couverture, mais un hook un peu différenciant pour se dire, tiens, en sortie de caisse ou même chez soi, je peux peut-être intéresser le consommateur autrement et puis lui faire voir ce que mon enseigne représente en termes de valeur, etc. En plus des promos qu'il reçoit déjà par le digital. Si demain, le digital devient la machine de guerre de la bonne promo pour la bonne personne avec la bonne musique de fond et la bonne police, j'en sais rien. Ouais, c'est clair. Pourquoi ne pas utiliser le prospectus aussi pour faire découvrir d'autres choses, en fait, sur les producteurs locaux, sur la chaîne de production du bœuf pour l'hypermarché d'Aubrac, j'en sais rien. Donc il y a énormément d'histoires à raconter. On va passer aux questions. On a quelques-unes hyper intéressantes. Alors, avant, je voudrais quand même remercier les équipes techniques, Quentin, Célia pour les studios. On était plus de 200 inscrits sur ce webinaire, plus de 100 personnes en direct. Alors, certains sont restés. Merci pour les patients qui restent encore. Là, il y en a plus de 80. Parce qu'on est quand même très bavard. Ça fait quand même plus d'une heure qu'on parle. Question de Clémentine. Que pensez-vous de la communication sur le wallet ? Bonne question. Le wallet est présent dans le téléphone des gens. Donc du coup, en fait, il permet notamment aussi des fois d'activer des choses en point de vente sur les terminaux existants. Donc il faut avoir des mécaniques qui sont bien rodées. J'ai pas de cas d'usage en tête qui me remonte tout de suite comme ça. Mais il faut regarder les usages et la performance que ça apporte, je dirais. C'est probablement un des sujets sur lesquels les besoins en pédagogie auprès des clients en magasin sont les plus forts. Parce que c'est de nouveaux usages, de nouvelles solutions parmi une myriade d'autres fonctionnalités qui nous sont proposées nécessitent des supports de communication qui expliquent son usage, son intérêt, sa valeur. Et là, ça commence, je pense, par former les équipes, leur expliquer son bon fonctionnement. Autre question de Travis. Est-ce que les QR codes restent encore pertinents ? Et comment l'intégrer dans son mix marketing média ? On en avait parlé il y a quelques années, je pense, dans les premiers webinaires. Il y avait une mode, un peu du QR code. Oui, les QR codes, c'est à la fin, le QR code est un lien. Finalement, c'est le message qu'on raconte. En soi, le QR code, ce qu'on constate chez Nanoterra, sans trahir de statistiques confidentielles, c'est que les QR codes sont assez peu scannés. Disons-le factuellement, il y a quand même très peu c'est étonnant d'ailleurs, de consommation. Parce que la promesse n'est pas forcément très claire. Qu'est-ce que ça va m'apporter de particulier ? C'est très souvent, c'est pas très compris. On voit pas la valeur, l'effort. Je dois faire l'effort de sortir mon téléphone pour ouvrir l'application qui me permet d'accéder à, sans que la promesse qui est derrière et son instantanéité, il faut que je le fasse là, maintenant, tout de suite. Voilà, je suis pas sûr qu'on ait réussi forcément toujours à comprendre l'intérêt qu'il y avait à le faire. Moi, je dirais quand même que culturellement, il est là. On le voit quand même beaucoup. Sur les packaging, en magasin. Exactement, il est là. Et ensuite, il y a peut-être... alors, Meta mise beaucoup sur les lunettes qui, demain, pourraient prendre le relais ou compléter le mobile avec des caméras intégrées. Et effectivement, avec des usages autour de scanner un QR code pour ensuite être envoyé vers quelque chose ou écouter quelque chose. Bon, on va loin. Moi, mon avis, c'est que culturellement, il est dedans. Il y a des mécaniques qui sont plus malines que d'autres. Donc, il faut les définir, il faut les trouver. Ça peut être canon. Et effectivement, ensuite, derrière, on l'a vu arriver, on l'a vu repartir, on l'a vu revenir, ce QR code. Ouais. Donc, moi, je dirais qu'aujourd'hui, il est quand même bien intégré. Maintenant, il faut trouver un usage qui soit vraiment bon. Autre question de Loïcia.
Tu avais déjà un peu répondu à la question, Raphaël, mais comment réussir à trouver le bon équilibre entre le digital et le prospectus sans dépasser un budget comme souvent restreint? L'analyse. Ouais. Très concrètement, dans un monde idéal, grâce aux outils auxquels on a accès, ça demande un travail de préparation, mais définir ses zones potentiellement, et se donner une temporalité en mois, plusieurs mois, pour décider de quelle zone j'adresse, d'essayer plusieurs scénarios finalement. Quelle zone je vais adresser que en digital, que en prospectus, les deux, aucun potentiellement, et prendre le temps de l'analyse. C'est un investissement, c'est un risque, on ne va pas se mentir, décider de ne pas communiquer sur cette zone, sur ce support, c'est prendre un risque. Mais c'est la façon la plus fiable de se forger des convictions, et les outils nous le permettent aujourd'hui. Les outils cartographiques, les outils d'analyse, et l'IA agentique va nous aider d'autant plus à ça. Donc c'est fondamentalement essayer. Et je pense qu'avec une question pareille, ça veut dire que c'est un point de départ probablement où 100% du budget est sur le papier. Donc c'est comment je migre. Donc il faut regarder le coût contact. Je pense qu'il faut réfléchir par contact, combien de personnes je touche. L'avantage du digital, c'est qu'on paye pour ce qu'on a. Donc globalement, c'est souvent une question qui est remontée au niveau local. En tout cas, c'est oui, mais bon, sur le digital, on peut payer, on sait que l'argent va être dépensé, mais on n'est pas sûr de la visibilité, etc. Parce que ça paraît flou, c'est pas assez concret en fait souvent. L'avantage, c'est qu'en fait, quand on fait du digital, on a un rapport qui nous dit j'ai tant d'expositions, on sait combien on a dépensé, on sait combien coûte le contact, qui est vraiment pas cher. Et donc du coup, il faut y aller progressivement. Il faut faire bouger le mix petit à petit, prendre confiance sur le digital, mesurer déjà la couverture, le nombre de points de contact, la fréquence, et puis ensuite observer comment les ventes continuent d'être stables. Souvent, Leclerc a arrêté le prospectus, les ventes ne se sont pas écroulées, c'est le cas pour la plupart. Je pense qu'il faut de la prudence, moi aussi j'aurais tendance à dire jamais réagir trop vite. Certains peuvent se le permettre, d'autres moins, et puis faire progresser le mix petit à petit. Et juste pour conclure ça, à la fin, que ce soit du digital ou du prospectus, ce qui compte, c'est quand même l'offre. Donc, si l'offre n'est pas intéressante, et ça le local le sait, quel que soit le canal utilisé, ça n'aura pas d'effet. C'est vraiment, ça reste au cœur du dispositif, ce qu'on offre, ce qu'on promet aux consommateurs. Une question sur la plateforme. Est-ce qu'on doit passer par une plateforme qui centralise toutes les actions marketing, ou est-ce qu'on doit passer en direct sur des outils comme MetaBusiness, par exemple? Quel est votre regard sur cette question-là? Alors, la plateforme, c'est un facilitateur. Donc, ça dépend du temps et de du temps disponible, du niveau d'expertise des équipes, de la pluralité des canaux qu'on souhaite activer. La plateforme sert à ça. Nanoterra édite la plateforme Big One qui permet justement à la fois de piloter du digital et du print. Et c'est notamment utilisé par des points de vente qui ont ou n'ont pas, d'ailleurs ça dépend, d'équipes dédiées. À la fin, la publicité est poussée sur Facebook et Instagram, elle est poussée sur les sites internet qu'on évoquait tout à l'heure, elle est imprimée pour le magasin. La plateforme, c'est ça, c'est un facilitateur, et dans un moment où on a moins tendance à recruter, c'est vrai que ça va aider à lancer les opérations et, ce qu'on vient juste d'évoquer, à les mesurer, à les évaluer. Donc ma recommandation, c'est de le faire, mais c'est un assistant, ça ne remplace pas la personne, ça l'aide à pouvoir mieux comprendre ce qu'elle met en place. Et après, forcément, l'outil publicitaire de Meta, donc le gestionnaire publicitaire, est beaucoup plus puissant en termes d'options. Cibler ses clients, justement cibler tout le monde sauf ses clients. Il y a beaucoup d'options qui sont possibles, qui ne sont pas forcément possibles sur toutes les plateformes. Par contre, il faut un degré, il faut déjà du temps, et il faut un degré de spécialisation, de connaissances un peu plus important. Donc là, ça va dépendre du budget. À l'échelle régionale, à l'échelle nationale, je dirais bien sûr qu'à un moment ou un autre, il faut penser à être présent sur un gestionnaire publicitaire de Meta. À l'échelle locale, si on a beaucoup de médias à gérer et beaucoup de types de médias différents, un mix complet, ça peut paraître un peu complexe. Ça dépend comment vous évaluez en fait la capacité d'un média unique, Google ou Meta, à être important pour vous. Et dans ce cas-là, est-ce que vous mettez les mains dans le cambouis ou pas, quoi. On va essayer d'enchaîner, il reste 5 minutes. Je ne sais pas si le live coupe, je ne suis pas sûr, mais question pour Raphaël sur WhatsApp Pro.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Allez, en 30 secondes. Est-ce que tu peux pitcher WhatsApp et à quoi ça sert pour un point de vente? En gros, WhatsApp, c'est un canal très qualitatif, conversationnel. Alors, il y a les chaînes qui sont gratuites. Les chaînes, aujourd'hui, à la base, elles sont prévues pour l'information et pour les créateurs. Elles ne sont pas forcément prévues pour publier de la promotion, même si ça se voit beaucoup. Si demain, il y a trop de promotion sur les chaînes, je pense que Meta, à un moment ou à un autre, changera sa vision et rendra les choses un peu plus payantes. Ensuite, WhatsApp, c'est un canal CRM exclusif, conversationnel, où j'ai la capacité de communiquer des offres personnalisées, où j'ai la capacité de faire le suivi de commande pour quelqu'un qui a acheté quelque chose en ligne. Et donc, du coup, développer en fait ma communauté, mon CRM. C'est du CRM. Je suis très décousu ma réponse, mais je pense que c'est un long sujet, c'est difficile de le résumer en 30 secondes, mais globalement... On a un podcast dans pas longtemps. Il faut pas, ouais, en plus, il faut pas y aller trop vite. Il faut le faire de manière réfléchie. Il faut construire un cas d'usage qui est concret. Il faut comprendre comment on va mesurer le retour sur investissement, notamment au travers de la carte de fidélité ou ce genre de choses. Mais voilà, à l'échelle d'un magasin, ça peut être, il faut le faire de manière modérée, en passant par l'app pro. À l'échelle d'une région ou d'une enseigne, il faut mettre en place une vraie stratégie. Et là, ça peut être, voilà, il faut réfléchir à un cas d'usage concret et précis. J'ai une très très bonne question. Tu l'avais un peu évoqué, Raphaël, tout à l'heure. C'est comment les acteurs du commerce locaux peuvent valoriser leur rôle et être mieux entendus auprès du national. Ah oui. Je pense que c'est crucial. Je pense qu'il y a, alors certes, des fois au local, il y a un manque d'éducation parce que on n'est pas compétent en digital au local de base. Donc je pense qu'il faut que l'information qui remonte depuis les magasins vers le siège soit hyper précise, et je pense que demain un magasin devrait être exigeant vis-à-vis de la tête de réseau pour dire où est-ce que vous en êtes sur les flux produits, est-ce que mon stock magasin est disponible pour les grands acteurs du digital, pour la diffusion et pour faire en sorte que les gens viennent dans mon magasin et soient bien ciblés avec les bons produits. Donc il y a une vraie relation à construire. Et ensuite, c'est encore une question qu'on répond de manière très différente chez les indépendants, qui ont un pouvoir de décision au local, mais qui n'ont pas la maturité. C'est souvent le cas. Ça freine souvent la progression. Des réseaux de franchise où le siège prend énormément de temps à proposer différentes offres au local pour que chaque magasin choisisse, perdent beaucoup de temps par rapport à des enseignes intégrées qui choisissent un acteur, qui industrialise la démarche et qui vont privilégier une efficacité beaucoup plus accrue sur la partie flux, technicité, data, etc. Donc oui, en tout cas, dans tous les cas, c'est un sujet qu'il faut faire évoluer. Je pense que la communication avec la centrale est importante. Souvent, les centrales sont quand même très éduquées sur le digital. Il faut bien sûr souvent les éduquer, mais s'il y a des bonnes idées qui remontent depuis le local, il faut aussi qu'elles remontent au siège. Petite question technique, comment faire revenir sa clientèle grâce aux réseaux sociaux sans utiliser la méthode du retargeting? L'avantage de la publicité en local, c'est qu'elle est locale. Donc, a priori, on s'adresse à sa cible. Et donc, c'est vraiment la fréquence, couverture, répétition. En ciblant sa zone, on a des segments qui sont disponibles, qu'ils soient sur les réseaux sociaux ou sur les autres canaux publicitaires digitaux, dans tous les cas. On n'est pas obligé de faire du retargeting comme on le ferait en e-commerce, parce qu'on ne va pas être sur le suivi d'un produit en particulier. On a envie de le faire revenir sans savoir nécessairement ce que le consommateur aura envie d'acheter. Et donc, ma recommandation, c'est vraiment couverture-répétition, en essayant d'avoir une logique de couverture pertinente sur sa zone, en maîtrisant son budget, et puis en essayant de... Voilà, c'est là que les plateformes peuvent aider à créer des segments qu'on va pouvoir répéter régulièrement en fonction des types d'offres. Est-ce que c'est des offres plus jeunes, vieux, femmes, hommes, famille, maison? Enfin, il y a plein de façons de couverture, répétition locale. Exactement. Et puis l'avantage, c'est que le CPM, le coût par 1000, donc c'est le coût pour 1000 affichages, il varie entre 1,50 € et 5-6 € selon si on passe par des prestats, si on est en direct sur la plateforme, etc. Donc, quoi qu'il arrive, c'est pas cher. Donc, en gros, aller chercher de la couverture et de la répétition, c'est quelque chose qui est assez facile. On a des rapports du nombre de personnes qu'on touche et on peut travailler en fait. Alors, on touche aussi des clients du coup, mais on touche un peu tout le monde. Mais voilà, c'est très accessible. Dernière question, je ne sais pas si on sera coupé, mais j'espère pas. Comment embarquer des points de vente sur des médias locaux comme l'affichage, la presse ou les médias tactiques pour lesquels nous ne pouvons pas toujours mesurer l'impact? Je pense que la meilleure façon de les embarquer, c'est de leur demander quels sont leurs objectifs. Parce qu'à la fin, si on communique, c'est avec un objectif
que j'évoquais tout à l'heure, de notoriété, de préférence de marque, de génération de trafic magasin sur des offres. Et en fonction de ces objectifs-là, tout simplement expliquer la pertinence de ce levier-là pour répondre à cet objectif. Les responsables en point de vente comprennent très bien cette logique-là. Le siège où les agences comme des notaires vont pouvoir accompagner s'appuyer sur des outils statistiques, sur des argumentaires, décomposer la façon dont le dispositif a été construit pour répondre à cet objectif, et des leviers différents peuvent servir cet objectif. Donc, c'est vraiment finalement l'essence d'une campagne de communication. Quel est l'objectif que je vise ? Quels sont les canaux qui me sont proposés ? Pourquoi sont-ils pertinents ? Et quel budget j'ai à disposition ? Et en fonction de ça, c'est ça qui embarquera le mieux les points de vente, je pense. Merci beaucoup, messieurs. Je suis très content d'avoir fait ce webinaire avec vous. C'est toujours un moment de prendre du recul aussi sur le marché, d'anticiper un peu ce qui va se passer l'année prochaine. Merci à tous les gens qui sont encore là. Parce que 80 personnes encore qui sont là. Merci pour vos questions. Merci à Nanotère aussi, qui est sponsor de l'événement. Merci à Meta, qui est aussi là depuis quasiment 3-4 ans. Et qui en a toujours beaucoup de plaisir à échanger. Meta, qui est un acteur incontournable aussi de la communication locale. Merci pour vos messages. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci Jonathan, merci Raphaël, merci à tous. Et on se retrouve l'année prochaine. Et le replay sera disponible sur Je bosse en grande distribution. Merci à tous. Merci. Au revoir.